Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cité 13 dans votre émission Des paroles et des ailes. Nous vous proposons une émission consacrée à la parentalité, un enjeu majeur au cœur de la cité éducative M14. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais aujourd'hui, qui compose ce village ? Parents, centres sociaux, associations, professionnels de l'enfance, de nombreux acteurs accompagnent les enfants dans leur développement. Pourtant, il n'est pas toujours simple de savoir où commence le rôle de chacun et comment travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Nous allons aujourd'hui nous intéresser, nous tenterons de répondre à une question essentielle, comment faire véritablement équipe autour de l'enfant et qu'est-ce que le soutien à la parentalité. Pour ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, trois acteurs du territoire 14. On va ouvrir le débat avec Ariel Doulière, coordinateur enfance, famille, centre social Saint-Gabriel, suivi de Linda Morin, référente famille soutien à la parentalité, centre social Flamand Iris, et Clara Paris, référente famille, centre social L'Agora. Merci à vous trois d'être là aujourd'hui et je vous propose de faire un petit tour de table rapide pour nous dire ce qu'est le soutien à la parentalité. Ariel, je vous en prie. Allez. Bonjour à tous et tout d'abord, oui, peut-être avant de lancer ce débat, c'est bien de contextualiser. Bien sûr, allez-y. Pourquoi on parle de parentalité ou de coéducation. C'est en lien avec une évolution sociale qu'on peut constater, c'est que avant l'ère, on va dire, industrielle, des fois quand on parle avec nos grands-parents, ils nous disent que avant, les enfants s'élevaient, on ouvrait les portes des appartements et tout le monde circulait d'un appartement à l'autre, on était dans son quartier, on était connu par tout le monde. Et en gros, tout le monde participait, à l'éducation, des enfants. Et puis cette société industrielle, elle nous pousse vers une individualisation qui est de plus en plus grande. Et la famille devient une petite cellule qui s'isole de plus en plus du contact social. Et les secrets de famille restent dans la famille. Il ne faut pas parler de ce qui se passe dans la famille en dehors de la famille. Et les familles, elles bougent de plus en plus. Donc on se coupe des racines. On est loin de nos cousins, on est loin de nos oncles, on est loin de nos tantes. Et pour parler aussi des personnes qui viennent de l'immigration, souvent elles ont quitté leur village, elles se retrouvent ici à Marseille dans nos quartiers, et du jour au lendemain, elles se retrouvent plongées dans une grande solitude, et elles ont tout ce poids de la responsabilité de l'éducation de l'enfant qui leur tombe dessus, et souvent elles sont un petit peu désemparées face à l'immensité de cette tâche. Il y a un décalage qui se crée. Et évidemment, pour répondre à ces questions-là, on voit bien qu'on a besoin de recréer cette communauté éducative, autour de l'enfant. Alors, elle est multiple, on va retrouver beaucoup d'acteurs. Évidemment, la famille, principalement, elle reste quand même le pilier central de ça. Et puis, il y aura l'école, et puis il y aura les centres sociaux, et puis peut-être il y aura les clubs sportifs, et puis peut-être que, pourquoi pas aussi... Il ne faut pas le nier non plus, l'éducation religieuse peut jouer un rôle dans cette coéducation. Et voilà, et on a besoin de retrouver tous ces différents acteurs autour de l'enfant. Comme vous l'avez dit, il faut tout un enfant pour élever un village, pour élever un enfant. Et c'est vrai que on a besoin de tous ces acteurs et de leur engagement auprès de l'enfant. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Merci. Et c'est intéressant, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites, c'est ce côté où tout le monde travaille avec un objectif commun, dans l'intérêt de l'enfant. Et on reviendra sur cette question-là, où s'arrête le rôle de chacun. Qui fait quoi, en quelque sorte. Merci. Linda, je vous laisse la parole. Non, mais je pense qu'Ariel a à peu près tout dit. Moi, j'abonde dans son sens et je pense que l'objectif, justement, c'est de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, justement, en proposant un accompagnement. Alors, nous, on fait toujours de l'accompagnement collectif, mais on essaie de répondre à des problématiques individuelles par des actions collectives. Et l'idée, c'est justement que ceux qui sont les plus isolés ou qui n'ont pas tous les outils nécessaires parce qu'ils viennent de loin, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont pas eu le même parcours que les autres, c'est de proposer justement un accompagnement, des projets qui leur permettent justement, pour que tout le monde puisse se retrouver sur un pied d'égalité pour accompagner les enfants et les élever vers... J'aurais deux questions pour vous, Linda. Comment vous faites pour respecter les choix éducatifs des parents, du coup, dans cet accompagnement? Et aussi, qu'est-ce que vous leur proposez comme
comme initiative? Quel type d'initiative vous proposez? Et Clara aussi, j'aimerais que vous reveniez sur La première question, c'est comment je respecte les choix éducatifs des parents. Parce que Ariel disait, des fois, il reste quand même les premiers éducateurs de l'enfant. Tout à fait. Il y a des personnes qui viennent de différents pays, ils ont leur propre identité, les religions, etc. Comment vous faites, vous, pour réussir à respecter ces choix? Parce que nous, on ne supplée pas le rôle éducatif du parent. Exactement. Nous, on accompagne le parent, Ouais. en fait. Donc, notre rôle, il est plutôt autour vraiment de la famille. Donc, forcément, on touche les enfants, mais on touche les enfants par le biais Bien sûr. des parents. Bien sûr. Donc, de toute façon, on ne prend pas le rôle des autres et on donne, nous, on apporte des outils, on apporte surtout un accompagnement, c'est quelque chose qui se fait quand même dans la durée. Et donc, du coup, en fait, après, le parent prend ce dont il a besoin dans cette boîte à outils qu'on lui offre, qui est en effet liée notre projet social, à voilà, un respect de ce qui nous, de notre... je vais parler de morale, mais c'est pas vraiment de morale, d'éthique, en tout cas, de valeurs. Voilà, mais après, nous, on ne prend pas la place du parent de toute façon. Et ça, c'est important de le souligner, parce que des fois, il y a certains parents qui peuvent être réticents à franchir le pas, à demander de l'aide, même si c'est plus un accompagnement dans l'intérêt des enfants. Et vous parliez du coup d'initiatives en accord avec vos valeurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Dans le cadre des cités éducatives ou de manière plus générale? J'aimerais de manière générale, et ensuite dans le cadre de la cité éducative. En fait, ça dépend vraiment des années. Nous, ce qu'on a, le plus bel outil pour moi qu'on propose au Centre social Flamand Iris, c'est le lieu d'accueil enfants-parents, l'AEP, qu'on retrouve à peu près sur tout le territoire marseillais et dans chacun de nos centres sociaux. Et donc, c'est un espace en fait d'accueil pour les parents avec leurs enfants. Pour les 0-6 ans. Et en fait, c'est un espace de sociabilisation et d'échange où chacun évolue un peu comme il a envie. Donc, s'il a envie de parler, il peut parler. L'enfant peut jouer avec les autres, il peut jouer avec son parent. Il peut aller dans un endroit, il a plusieurs espaces de jeu et d'évolution. Ça, c'est pour moi le plus bel outil parce qu'en fait, c'est un espace. Ouvert, anonyme aussi. Ça, on vient et on part quand on veut. Et ça, c'est vraiment formidable. Après, on en a d'autres, mais celui-là... Merci, Linda. Il a toute son importance. Et Clara Paris, alors vous, c'est pour l'Agora. Quel type de soutien à la parentalité vous proposez? Comme Linda disait, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs projets. Nous, dans le cadre des cités éducatives, on a proposé ce qu'on a appelé Ludo Kids. Donc, l'idée, c'était d'avoir tous les mercredis, de faire des temps enfants-parents. Et dans cette idée un peu de continuité éducative aussi, donc pour les enfants qui n'ont pas accès, qui n'ont pas eu d'inscription au centre aéré, par exemple, de proposer d'apprendre en famille. Donc ça peut être, on a travaillé avec différents partenaires, par exemple le ZIT à la nuit, c'est une association qui travaille sur la petite enfance, donc sur l'éveil, la créativité autour pour les petits, les plus jeunes. Il y a eu par exemple des ateliers autour du numérique, des écrans. On a fait des cours d'anglais aussi enfants-parents. Donc c'est vraiment cet outil les mercredis après-midi ou le matin, prendre du temps qualitatif parents-enfants. Pour apprendre ensemble aussi dans une continuité avec l'école. D'accord. Donc il y a un côté très éducatif. Dites-moi si je fais un raccourci. Est-ce qu'il y a un peu éducation populaire aussi? Vous leur proposez, voilà, vous englobez. Oui. Je vous en prie. Par le jeu aussi, je veux dire, par la créativité. Enfin, c'est aussi apprendre autrement, même si maintenant à l'école il y a aussi toutes sortes de façons d'enseigner. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à élaborer une relation de confiance avec les parents? Notamment. De cette façon-là, une nouvelle approche? Notamment, Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez observé ces derniers temps des attentes différentes des parents, des préoccupations par rapport à leurs enfants, des besoins différents de ces dernières années? Ariel, par exemple? Oui, ça évolue, toujours des choses qui sont chaque fois différentes, mais on peut dire que ce qui revient tout le temps, c'est que les parents, ils souhaitent la réussite de leurs enfants. C'est ça,
qui est le plus important, et souvent il y a des gens qui ont quitté leur pays dans cet espoir-là, c'est de donner une chance supplémentaire à leur enfant pour qu'il réussisse. Et du coup, ce lien avec l'école, parce que c'est quand même le lieu de la réussite, c'est aussi là que le centre social, il peut jouer un rôle très important, parce que on sait tous que souvent c'est cloisonné, ce sont des univers cloisonnés. On va voir l'éducation nationale d'un côté, on va voir le centre aéré de l'autre, on va voir telle autre institution, et chacun est dans son couloir, chacun travaille de son côté. Et le rôle du centre social, justement, c'est essayer de créer des liens entre ces différents univers pour que l'enfant il se sente, non pas coupé à chaque fois, mais qu'il sente qu'il y a cette transition. Comme exemple, par exemple, fait de l'accompagnement à la scolarité le soir. Eh bien, c'est important de voir que l'enseignant, à un moment donné, va passer le flambeau, à l'accompagnateur à la scolarité, qui lui-même, quand il remettra l'enfant le soir à son parent, va passer un flambeau aussi, c'est-à-dire un petit mot, il a bien travaillé aujourd'hui, etc. Et l'enfant, il a cette espèce de vision que finalement, oui, il y a l'école qui est autour de moi, il y a l'accompagnateur à la scolarité, et puis il y a mes parents, et tout ça, ça forme un univers qui lui porte de l'intérêt, parce que on constate aujourd'hui que c'est souvent beaucoup ça le problème, en fait. C'est qu'on est dans des sociétés qui, on a le téléphone, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils prennent une place énorme, au sein des familles, au sein des enfants. On donne le téléphone à l'enfant, la tablette, et puis il se débrouille. Et on voit bien que l'enfant, lui, souffre du manque d'intérêt, quelque part, où on achète le meilleur jeu. Je t'ai acheté tous les jeux que tu veux, mais l'enfant, ce qu'il veut, c'est que le parent joue avec lui. C'est pas tellement qu'il lui achète des jeux. Donc, cet intérêt qu'on peut porter à l'enfant, il faut créer des conditions où il sente qu'il y a cet intérêt autour de lui, qu'il y a toute cette communauté qui veut sa réussite, qui veut le porter vers cette réussite. Et là, justement, dans ce rôle de liaison, les centres sociaux, ils ont un rôle très important à jouer. On parlait tout à l'heure d'action. On a une action, centre social, qu'on porte beaucoup depuis des années, qui s'appelle les rendez-vous éducatifs. Oui. Qu'est-ce qui se passe lors de ces rendez-vous éducatifs? C'est que, en appui avec l'éducation nationale, il va y avoir une journée où tous les enseignants d'une école vont être remplacés. Alors, c'est un dispositif qui peut exister qu'en REP+. Mais tous les enseignants vont être remplacés, ils vont venir au centre social, on va inviter tous les parents à venir au centre social. Et là, on va proposer des ateliers différents aux parents avec des thématiques qui ont été travaillées avec l'école. À intervenir des associations qui vont travailler sur par exemple les violences ordinaires, qui vont travailler sur justement la parole de l'enfant, comment on arrive à recueillir la parole de l'enfant, qui vont travailler sur la santé aussi, qui vont travailler sur comment on peut construire un jeu de société, avec son enfant. Et on va aussi avoir un temps avec un théâtre forum, par exemple, où on va pouvoir mettre en scène les difficultés qui se jouent à l'école, c'est-à-dire entre les relations parents-enfants. Et on va les mettre en scène en inversant les rôles. C'est-à-dire que, par exemple, les parents vont prendre le rôle des enseignants, les enseignants le rôle des parents, et on va, évidemment, c'est du théâtre, on pousse le trait, mais ça va permettre de dédramatiser les situations conflictuelles qui sont à l'école, et puis tout d'un coup, comme on partage ce moment. Parfois aussi. Comme les enseignants et les parents partagent ce temps-là, ça les rapproche, ça s'aperçoit que du coup, des parents qui restaient très loin de l'école et qui ne voulaient pas rentrer dans l'école et qui attendent leur enfant à la sortie de façon très distincte, et du coup, il est compliqué d'établir une relation avec eux, tout d'un coup, ils n'auront plus peur d'aller vers l'enseignant et de lui parler, d'échanger avec lui, etc. Voilà, ça, c'est un travail typique que va faire le centre social, c'est créer ce lien entre les différents acteurs qui vont être autour de l'enfant. Je vous remercie. Je vous remercie, Ariel, parce que justement, j'allais vous poser la question, à savoir comment vous, déjà, quel est votre rôle en tant que centre social et comment vous arrivez à faire le lien entre les familles et le système éducatif. Vous servez, je grossis les traits, mais un peu de passerelle. Tout à fait. Et en plus de ça, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que parfois les parents, notamment, des fois ils regardent un peu de l'extérieur tout ce qui se passe à l'école. J'ai l'impression qu'il y a ce côté où ils osent un peu plus entrer dans cet univers-là, peut-être grâce... Juste pour une anecdote comme ça, mais moi qui m'avait beaucoup touché, c'est que dans le cadre de la cité éducative, on avait fait une grosse comédie musicale qui avait concerné toutes les écoles du quartier, etc., qui allaient de la maternelle jusqu'au collège. Et on avait les représentations de cette comédie musicale sont déroulées au ZEF, donc, qui est une scène nationale. Ouais. Et il y a une maman qui accompagnait son enfant et qui était devant le ZEF et qui lui avait dit « Mais
j'ai le droit de rentrer là, moi? Mais pourquoi tu n'aurais pas le droit d'entrer? C'est marqué scène nationale. Voilà. Donc, on est là, voilà, face à des choses aussi, des fois qu'on ne se rend pas compte, quoi, des freins qui peuvent être posés, et c'est incroyable, quoi, je veux dire. Donc, on se dit, oui, il faut qu'on arrive à créer, justement, des ponts, et que les parents, justement, ne se sentent pas dans un recoin. Un peu spectateur aussi, des fois, et dépassé parfois par certaines situations aussi, notamment l'aide aux devoirs ou des problèmes comme les écrans. Peut-être que vous avez mis en place des initiatives pour accompagner, soutenir les parents en ce sens. Linda, je me permets, je vous ai vu faire un petit signe. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Ah non, pardon. Non, mais je suis d'accord. On aide surtout à ouvrir des portes, à accompagner les gens à rentrer dans des endroits où ils se sentent... en fait, ils ont leur place, mais ils ne savent pas forcément, ils ne sont pas légitimes, ou ils ne savent pas comment la prendre. Et on est juste là pour ça, en fait. Enfin, entre autres, dans notre rôle avec la communauté éducative, qui fait quand même, au demeurant, extrêmement bien son travail, je tiens à le dire. On travaille quand même avec des équipes pédagogiques dans les écoles qui sont... Qui font ce travail de passerelle avec nous, et c'est vraiment en lien avec eux qu'on arrive à faire tout ça. Et bon, il y a ce pont culturel dont vous parliez, Ariel. Est-ce que vous intervenez aussi dans d'autres domaines? La culture, bien sûr, l'éducation. Clara, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il y a d'autres domaines vers lesquels vous pouvez soutenir les parents, les familles? Nous, on a eu un projet qui s'appelait... alors, c'est pas AlphaGarde, mais en gros, l'idée, c'est de proposer un système, en fait, un mode de garde aux enfants pendant que les parents apprennent ou approfondissent leur connaissance de la langue française. Et donc, en fait, sur le même temps, il y a des cours de français, mais toujours autour de la parentalité, avec des acteurs du territoire, la PMI ou des associations de parents d'élèves, qui interviennent, et en parallèle, les enfants sont accueillis et ils travaillent toujours avec, on parle un peu de la même artiste, Zita la nuit, autour du langage parlé, de l'éveil culturel, autour de la marionnette et du conte. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, on est en plein dedans. On peut parler aussi peut-être du rapport au sport aussi, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Nous, on a monté un projet qui est encore un peu à ses débuts, mais autour de l'apprentissage du vélo pour les mamans, parce qu'il y a aussi des parents qui ne savent pas, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à faire du vélo. Et on voudrait que ce soit aussi un projet parents-enfants sur le long terme. Ou le mercredi, je sais que les mercredis de Ludo Kids, en 2024, il y avait aussi un mercredi par mois où il y avait du tennis parents-enfants. Parce qu'il y a aussi des parents pour qui il y a un frein financier à l'adhésion dans les clubs de sport qui peut être quand même assez élevé. Donc il y a aussi ce pan-là d'action, de loisir /sport qui est vraiment important et qui n'est pas évident toujours. Et c'est vrai que le parent a tendance à s'effacer pour mettre en avant son enfant pour qu'il puisse être en activité. Et nous, dans la parentalité, ce qu'on essaie de mettre en place avant tout, c'est des activités parents-enfants, où les choses se font plus ensemble. Ce côté coéducation. Voilà, et qu'en fait, c'est pas l'éducation, c'est pas mettre l'enfant toujours en avant, mais c'est faire avec lui. Mais c'est le parent qui fait avec lui, c'est pas nous. Et ça, c'est vrai que ça répond aussi à ce que Ariel disait tout à l'heure de l'enjeu des écrans, où il y a un lien qui est distendu parfois entre... Et c'est de la faute de personne, mais c'est juste que c'est rentré dans nos vies, et c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Et que parfois, ça peut aider dans des situations un peu de débordement, de proposer l'écran. Et du coup, proposer aussi des temps qualitatifs parents-enfants. Ça a vraiment aussi cet intérêt-là, où en fait, c'est de moins en moins facile d'avoir des temps. Du coup, parfois, en fait, c'est pas peu importe ce qu'on fait, mais c'est aussi un prétexte, je trouve, pour prendre du temps qualitatif, où on apprend, où on joue ensemble, où on... Voilà. Ça me fait un petit peu... Ça résonne à moi quand tu dis, pas forcément qualitatif, mais le fait de consacrer un espace exclusif juste pour une activité parent-enfant, c'est déjà, je trouve, beaucoup et ça a vraiment son importance. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que vous avez des retours, des témoignages de parents qui participeraient à certaines initiatives dont
Ludokid par exemple ou d'autres, qu'en disent les parents et les enfants? Nous, on a un atelier au centre social qui s'appelle Jeux et langage. En fait, cet atelier Jeux et langage, c'est destiné à des enfants qui ont été repérés comme ayant un retard langagier. Donc, ils ne sont pas encore scolarisés, généralement ils ont 2 ans, donc c'est dans la tranche 2-3 ans. Sur cet atelier, on a une orthophoniste qui intervient, on a une JE du conseil départemental, et puis moi en l'occurrence, et on accueille les familles de façon, justement, ça dure qu'1 heure, hein, mais on est dans cette relation très exclusive entre un parent et son enfant pendant ce temps d'1 heure où on va jouer, où le parent va pouvoir jouer avec son enfant. Et c'est vrai que nous, on constate là depuis la sortie Covid, qui a été quand même un moment assez catastrophique au niveau de l'exposition des enfants face aux écrans, parce que bon, on ne peut pas sortir, donc forcément, il ne restait plus que l'écran. Et on a vu des comportements chez les enfants où vraiment, c'est des enfants qui ne répondaient pas quand on les appelait, dont le parent les appelait, ils ne répondaient pas, ou des choses comme ça. Et on est toujours fasciné de voir que quand on arrive à recréer justement cette attention du parent vers son enfant, à quelle vitesse l'enfant se remettait dans un processus d'évolution. Donc, chaque fois un témoignage incroyable de se dire, voilà, l'attention que l'on porte à son enfant, c'est un trésor, quoi. C'est un processus d'évolution incroyable pour l'enfant. Et les parents qui participent à cet atelier et qui rentrent dans cette dynamique-là et qui constatent cette dynamique et qui voient l'effet positif que ça peut créer, l'évolution que ça peut produire chez l'enfant, et tout d'un coup, ils se disent, mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, parce qu'ils voient le bénéfice de ça. Donc voilà, c'est des aspects comme ça que, comment dire, encore une fois, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu t'as dit il ne faut pas culpabiliser les parents. On est dans une société qui tend les choses comme ça, qui les pousse dans certains domaines. Et nous, il faut qu'on arrive à recréer des espaces où voilà, on peut apporter un autre message. Parce que nous, on ne dit pas aux parents il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est très important. On le fait, on agit, on interagit avec leur enfant quand il est dans l'atelier. D'une certaine façon, ils nous voient faire, ils sont un peu interrogatifs. Ils disent tiens, c'est bizarre. Pourquoi chaque fois qu'il joue, il lui dit tiens, ça c'est la voiture jaune, ça, tu as voulu faire ça, tu veux faire ça. On parle avec lui, on échange avec lui en permanence. Et tout d'un coup, le parent se dit tiens, mais si j'essayais. Et dès qu'il essaye, pouf il y a un autre monde qui s'ouvre tout d'un coup comme ça, et l'enfant, il change de tout au tout au niveau du comportement. C'est assez incroyable à chaque fois, quoi. On est inspiré, quoi. Donc voilà, ça fait partie d'actions qu'on est amené à mener et qu'on est fier de mener, parce que c'est... Donc vous travaillez avec des professionnels de santé. Ah ben oui, là... Bon, alors c'est une orthophoniste, elle n'est pas là pour faire de l'orthophonie, hein, c'est pas des cours d'orthophonie, mais avec son expérience, son expertise, évidemment, elle apporte quelque chose de très important à ce niveau-là. Donc c'est sur des choses comme ça, c'est différents ateliers, sous différents angles, qu'on arrive justement à faire prendre conscience aux parents de son rôle, de l'importance qu'il a, et que des fois, simplement par quelques petites attitudes, ça peut tout changer, quoi. Oui, et très important, ce que j'aimerais retenir, ne pas faire culpabiliser les parents. Ah bah non. Bien sûr, peut-être ce côté, les faire participer, comme tu disais Linda, à des ateliers, bien les englober pour qu'ils puissent se dire je peux reproduire moi aussi à la maison, chacun à son rythme, au rythme de l'enfant. Ça, c'est un point vraiment très important. Ariel, je rebondis parce que j'ai mon collègue qui s'occupe du secteur jeunesse avec qui on mène un atelier qui s'appelle échange de pratiques parentales. Et dont l'objectif, justement, dans cet atelier, c'est de considérer le parent comme un expert. Il a son expérience. Et faire rencontrer les parents et les faire échanger sur des choses qu'ils ont vécues, c'est des choses qu'ils ont essayées, qui ont fonctionné, et faire parler les parents entre eux sur ces questions-là, et de voir que finalement, les parents, ils détiennent plein de ressources. Très riche. Et ils ont les astuces, ils ont des comportements. Alors évidemment, ils n'ont peut-être pas les mots professionnels à mettre dessus, forcément, mais intuitivement... par essai-erreur, ils ont trouvé des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent, et c'est bien de les partager, et qu'ils aient trouvé des espaces pour pouvoir le partager. Bien sûr, et vous leur offrez cet espace-là. Voilà, encore une fois, c'est le rôle du centre social de créer ces espaces pour qu'il y ait ces rencontres-là, pour qu'il y ait ces prises de conscience. C'est fondamentalement notre rôle, quoi. Parce qu'en plus de
que les parents et les enfants fassent ensemble. L'idée, c'est aussi que les familles se rencontrent entre elles et s'apportent les unes les autres quelque chose, donc des compétences, des savoirs, des petites astuces. Et c'est vrai que c'est la force du collectif et beaucoup d'entraide. Bien sûr, et ça, c'est vraiment encore une couche de l'oignon dans ce qu'on fait en secteur famille. Bien sûr. Donc, alors, vous jouez vraiment un rôle à ce niveau-là de soutien, d'accompagnement. Et Ariel a parlé des écrans. Peut-être à l'Agora, est-ce que, ou même vous, Linda, ou tout simplement Ariel, voilà. On est tous concernés, je crois. Vous êtes tous concernés. Vous l'avez dit, c'est un sujet très important et le but, c'est de faire culpabiliser personne, mais proposer des pistes. Vous, quel rôle vous avez à jouer dans cette histoire, j'ai envie de dire, d'écran? Comment faire un petit peu décrocher les enfants? Comment soutenir les parents dans ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous proposez au sein de vos structures? Déjà, c'est, encore une fois, déculpabiliser les gens en prenant l'écran comme un phénomène de société qui nous touche tous. Les adultes aussi. Bien sûr, nous aussi. Et en fait, on se rend compte en discutant avec les professeurs d'école que les parents sont même quasiment plus touchés que les enfants, en tout cas encore plus intoxiqués, on va dire, pour certains. Peut-être pas tous, on n'est peut-être pas tous d'accord. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et oui, après, je te laisse prendre le relais sur tes actions. Non, moi je pensais à Enfin, il y a plein d'ateliers qui peuvent se faire autour de la régulation des écrans, ça c'est une chose. Et après, une autre chose, donc la régulation du temps sur les écrans, le contrôle parental, etc. Mais après, il y a toute la proposition, et c'est déjà ce dont on parlait en fait, d'alternatives. C'est-à-dire, au lieu de dire non, il faut pas, ok, mais en fait, ça peut être aussi, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Enfin, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas sur les écrans? Et du coup, là, il y a plein d'actions qu'on a évoquées. Nous, à l'Agora, on a aussi un jardin partagé. Donc ça, c'est un très bon prétexte pour pas être sur les écrans et faire, par exemple, des ateliers parents-enfants qu'on a menés dans le jardin. Où, voilà, en fait, là, on se dit pas, on travaille sur la thématique des écrans, mais en fait, si. C'est-à-dire qu'on propose une alternative. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, on crée de nouvelles habitudes aussi de temps qui sont, voilà, Une action qui a été financée par la Cité éducative pendant plusieurs années, qui s'appelle le défi de la déconnexion. Donc chaque année, c'est un événement national. Et dans cette idée-là, ça va être pendant une dizaine de jours. Les enfants vont un petit cahier et ils vont devoir noter leur temps d'écran. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire le moins possible d'écran pendant tout le temps du défi. Donc se limiter sur les écrans, etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est bien de se limiter sur les écrans, mais en même temps, oui, mais qu'est-ce qu'on peut offrir aussi autrement? Donc là, pendant 2 jours, on va organiser avec le centre social du Grand Canet les journées des alternatives, où là, cette année, il y a eu 53 classes qui se sont inscrites, donc des grandes sections de maternelle jusqu'au CM2, sur toutes les écoles de nos 2 territoires. Ça représente quand même 1200 enfants qui sont venus, et qui ont participé à des activités qu'on y a en plein air, au parc, de danse, de sport, en lien de lecture, de contes, de percussion, de faire des smoussyclettes pour... Ah oui, je connais ça, j'avais participé. Du handball, et leur proposer de passer un moment agréable tous ensemble, en plus c'est des temps qui sont importants parce que là, encore une fois, c'est des secteurs différents qui vont se rencontrer sur le même espace, des écoles différentes, de tout le secteur de cette partie du 14e qui vont se rencontrer pendant cette journée-là et qui vont pouvoir échanger et que c'est passer un bon moment ensemble. Ils font au minimum 2 ateliers chacun. Et on finit par une grande flash mob où tout le monde danse ensemble, etc. Et voilà, c'est des temps, parce que je pense que c'est important aussi que les enfants, dans leur mémoire, ils se diront, tiens, j'ai participé à des grands événements, et c'était dans le cadre justement des défis de déconnexion, et donc marquer ça dans leur mémoire, ça, on se dit, c'est une petite graine que l'on sème, et puis peut-être qu'elle apportera ses fruits plus tard. Bien sûr, donc vous proposez pas mal de diversité, le jardin partagé, des espaces de dialogue, aussi des activités en tout genre pour déconnecter un petit peu de ces écrans, mais il se peut qu'il y ait des parents qui n'osent pas franchir le pas. Quand on entend soutien parental, des fois on a des idées préconçues, j'ai envie de dire. Qu'en est-il de ces parents?
comment est-ce qu'ils viennent malgré tout à vous? Sinon, est-ce qu'il y a des actions menées de sensibilisation quand vous travaillez avec les écoles en partenariat? Est-ce que ces parents un peu réticents viennent quand même? Ceux qui ne viennent pas, on ne le sait pas. Bien sûr. Mais en effet, on observe qu'il y a des parents qui ont peur au début de venir au centre social parce que ils ont peur de signalement ou même de jugement, en fait, tout simplement. Et donc, on est là justement c'est le premier pas déjà quand ils ouvrent la porte du centre social, parce qu'on fait ce qu'on appelle l'aller vers. Donc c'est des actions de proximité en pied d'immeuble. Ça, c'est souvent sur les temps de vacances. C'est des moments très importants parce que justement, ça nous permet d'aller rencontrer les publics qui viennent pas vers nous. Pour le centre social des Flamands, nous, on a une situation géographique qui fait qu'on a beaucoup de quartiers au-dessus avec des gens qui sont pas forcément au courant qu'on est là et quel est notre rôle. Parce que dans centre social, il y a le mot social qui est un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce que c'est le social, si c'est de la prestation. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut pousser cette porte. Donc les actions de proximité, l'aller vers nous permettent de le faire, de rencontrer les habitants en pied d'immeuble et de casser le premier mur, justement. Et après, c'est les premiers pas, c'est les premières activités. Nous, on propose par exemple depuis cette année, on a mis en place des cours de sport santé à destination des mamans qui peuvent venir avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, parce que justement, il n'y a pas de système de garde. Ça, c'est un moyen, on vient juste pour une pratique. Il n'y a pas de j'ai besoin d'aide, machin. Donc, c'est aussi un moyen il y en a plein. Mais pour notre part... Donc, aller vers, vous allez directement dans les immeubles. Ou une proposition comme ça, juste de bien-être. Et aller vers le bien-être, et après, on voit si ça va plus loin. Il y a plein de portes. Moi, quand tu parlais comme ça m'évoquait aussi une situation en fait, qui est partie de la directrice de l'école, qui nous avait dit, mais je ne sais pas ce qui se passe, il y a des parents, je ne les vois jamais, et quand on fait des réunions de parents-professeurs, ils ne sont pas là, etc., ils se tiennent toujours un peu en dehors de l'école. Elle avait quand même repéré que c'était souvent des parents primo-arrivants, donc ils ne connaissaient pas trop le système français, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc elle nous parle de ça et on dit il faudrait qu'on arrive à construire un projet. Et là aussi, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre comment ça se passe, le montage de projet, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est repéré à un moment donné. Là, en l'occurrence, par la directrice d'école, et après, on se réunit, on essaie de réfléchir à quelle solution on peut apporter. Et là, nous, on avait monté, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le livret de vie, un projet qui s'appelait de la maison à l'école. Et en gros, on a invité ses parents à venir à l'école et à venir nous raconter leur histoire et dans leur pays d'origine, comment c'était l'école, quels souvenirs elles en avaient. Et on fait un accompagnement avec un artiste qui va prendre les textes qui sont les paroles des parents qu'on ira dans ces moments-là. Il leur fait faire aussi des activités artistiques, de dessin, de représentation de leur école, de découpage. Et tout ce travail, ensuite, on en fait une petite édition, on en fait un petit livret, et qu'on a remis d'ailleurs après à chacun des parents. Mais c'était très intéressant parce qu'il y avait, c'est une façon aussi de dire aux parents, racontez-nous qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez vécu. Et puis après, on les a fait rentrer dans l'école, ils sont allés dans la classe, ils ont vu comment ça se passait, la classe de leurs enfants. Et tout ce rapprochement-là fait que justement, après, les parents, quelque part, ils se disent, mais l'école, c'est un lieu ouvert. J'ai le droit d'y aller, parce qu'on les a fait rentrer par ce moyen-là. Oui, c'est un bon exemple de comment des gens qui sont à distance, comme ça, qui paraissent, on ne peut pas les toucher, comment arriver à les faire rentrer, participer justement à cette coéducation et se rendre compte que l'école, le centre social, tous ces acteurs-là, ils sont là aussi pour les soutenir et les aider. Mais ils ne le savent pas, c'est sûr, au départ. Merci. Donc, grâce à vous, en fait, nous avons vu que faire équipe autour de l'enfant, ça ne signifie pas se remplacer les uns et les autres. Ça, c'est très important. Mais c'est vraiment travailler ensemble dans le respect des rôles de chacun pour avancer dans la même direction, l'intérêt de l'enfant. Mais comme tu l'as dit, Linda, aussi les parents, les familles, sans jugement, sans les faire culpabiliser.
Il reste les premiers éducateurs de leurs enfants, mais vous participez à tout ça. J'aimerais qu'on fasse un dernier petit point avant de nous quitter, un petit rappel de ressources utiles, des numéros importants et des sites internet à contacter. Il existe le numéro national de soutien à la parentalité, le 0805 382 300, le site monenfant.fr pour trouver des ressources et des structures près de chez soi. Un numéro aussi très important qui contre les violences numériques, on a parlé beaucoup de numérique, et le harcèlement aussi, le 3018. Je vous remercie chaleureusement chacun d'entre vous. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez ajouter quelque chose. Ou un grand merci encore à vous. Merci beaucoup. Et je vous remercie à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Donc là, c'est terminé.